Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble 2 fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, on va repartir dans les escapades près de Kyoto. Si vous avez du temps et vous restez un petit peu sur Kyoto, la petite balade du jour peut valoir le coup. Pour remettre dans le contexte, quand je suis revenu au Japon en novembre dernier, c'est une des premières balades que j'ai fait. Elle était dans ma to-do list depuis des années à vrai dire, mais j'avais jamais faite, alors que pourtant c'est un classique des guides touristiques. Dans cette balade, on va aller en fait à Kibune, qui est dans le nord de Kyoto, et j'y suis allé avec 2 amies françaises qui habitent toutes les deux au Japon, l'une à Kyoto et l'autre à Tokyo. Kibune, c'est à environ 30 minutes de Kyoto en train. Pour ça, il faut se rendre à la gare de Demashi-Yanagi, que si vous regardez sur une carte de Kyoto, c'est là où la Kamogawa, donc la grosse rivière qui traverse Kyoto, elle va se séparer en 2 parties. Une à l'est et l'autre à l'ouest. Et la gare est à l'est. C'est le terminus de la compagnie Keihan. Je vous ai déjà parlé de cette ligne plusieurs fois car elle vous permet de vous rendre à Osaka sans les touristes, ne pas passer par la gare JR. Où là, tous les gens qui ont des JR Pass utilisent la gare JR, ce qui est bien normal. Ou bien aussi, ça permet d'aller à Fushiminari par exemple. C'est une ligne que j'ai beaucoup utilisée l'année dernière. Elle suit la rivière dans Kyoto et du coup passe par la plupart des coins les plus touristiques de la ville. Elle est vraiment très pratique. Et pour vous rendre à Kibune, une fois dans la gare de Demashi-Yanagi, il suffit de prendre un train, il n'y a pas de changement et tout est bien indiqué. Comme d'hab, avec le combo Hyperdia Google Maps, ça fera l'affaire, vous n'aurez aucun souci, vous ne vous perdrez pas. La particularité du jour, c'est qu'on peut faire une rando entre Kibune et Kurama, et qu'en fait les 2 villages se trouvent sur la même ligne de train. Kurama étant le terminus de la station et Kibune étant la station juste avant. Perso, je vous invite à sortir à Kibune, mais vous pouvez le faire dans les 2 sens et commencer par Kurama, il n'y a aucun souci. De toute façon, ça sera le même balade, c'est juste qu'il y en a une qui est peut-être un peu plus facile à faire niveau grimpette, on va dire, que l'autre. Donc en sortant de Kibune, vous pouvez prendre un bus, mais honnêtement, ça se fait très vite à pied. Donc à vous de voir. Moi perso, on l'a fait à pied, ça n'a pas pris énormément de temps, on a dû marcher pendant 5 minutes ou 10 minutes. Le bus, c'était vraiment pas obligatoire. Ici, on va suivre une petite route qui monte et qui serpente dans la montagne, et qui va suivre un petit cours d'eau bien mignon. On va croiser des petites guérites tout au long du trajet, dont certaines sont très design, avec des shops, des restaurants. Et la particularité, l'été, c'est de pouvoir manger au-dessus de l'eau. Car oui, l'été, les restaurants sortent des terrasses à quelques centimètres au-dessus de la rivière. Ça a franchement un charme fou, et c'est la spécialité du coin. Et il y a une autre spécialité, c'est de manger dans ces restaurants des nagashi somen, qui sont des nouilles de blé très fins, et qu'il faut attraper au bout du bout des baguettes, alors qu'elles défilent sous vos yeux, par petits paquets en fait sur un toboggan aquatique fait de bambou. C'est assez rigolo, c'est plutôt chouette et c'est aussi rafraîchissant. Et l'été, à Kyoto, on aime quand il y a des choses rafraîchissantes car il fait chaud. Par contre, j'ai plus les prix en tête, mais je sais que c'est pas donné, ça reste quand même assez cher. Et le reste de l'année, vous pouvez faire quelques photos sur un petit monticule qui reste sur place, là où il y a parfois des terrasses de restaurants. Du coup, ça vous fait faire une photo un peu stylée. Et je vous laisse aller voir la page de l'émission car j'ai posté quelques photos de cet endroit. Ça sera plus parlant. Et attention, l'été, ces restaurants sont pris d'assaut, surtout les week-ends. Le côté calme est plus trop du au rendez-vous. L'automne, pour les momiji aussi, c'est un peu pareil, à moindre mesure. Mais je vous invite d'y aller, comme d'habitude, de préférence en semaine si vous êtes en vacances et que vous avez le temps. Tous les spots touristiques, c'est toujours mieux d'y aller la semaine. Et le week-end, faire des trucs un petit peu plus, où vous savez que soit vous êtes un peu plus slow, ou alors vous allez aller dans des endroits qui sont beaucoup moins touristiques. C'est plus intelligent de faire ça comme ça. L'été aussi, c'est un bon moyen donc de ne pas suffoquer à la chaleur kyotoïde, comme je vous l'ai dit, vu qu'on est en fait en montagne, sous la forêt, avec la petite rivière. Donc le lieu est vraiment très frais et c'est plutôt agréable. Moi, quand j'y suis allé en novembre, il faisait très chaud, alors que je venais de Paris où il faisait frais. Il faisait pas encore super chaud, mais c'est vrai que le choc thermique a été un peu dur. Et je commençais même à transpirer sur Kyoto, c'est pour vous dire. Et là, finalement, c'était très cool parce qu'il faisait frais, mais bon. Donc c'était la température parfaite pour moi. Arrivé à mi-parcours, et c'est assez rapide, vous pouvez commencer la randonnée en passant par un petit pont de bois qui passe par-dessus la rivière, mais je vous invite plutôt à continuer et de suivre la route pour aller jusqu'à 2 petits temples qui sont assez mignons. Le premier, il faudra monter quelques marches, rien d'extraordinaire, mais ça reste un temple assez classique. Si vous en avez mangé plein à Kyoto et ailleurs forcément vous serez peut-être lassé, mais si c'est pas le cas, je vous invite à continuer le chemin, car là aussi se trouve un autre petit temple vraiment pas très grand. Mais quand j'y étais, c'était assez cool parce qu'il y avait un petit marché d'artisans locaux
Et bien entendu, Japon oblige, des stands de nourriture, et du coup c'était chouette, j'ai pu demander une super saucisse qui était franchement pas mauvaise du tout. Et puis bon voilà, c'était encore une fois une jolie petite balade avec des paysages plutôt chouettes. La balade est rafraîchissante, on peut apercevoir de belles montagnes remplies d'arbres, on a parfois l'impression d'être dans un paysage des studios Ghibli tout simplement. Mais ensuite, il va falloir rebrousser chemin pour commencer la randonnée qui vous conduira jusqu'au temple à Kurama. Et le temple s'appelle le Kuramadera, donc voilà, là non plus, on ne fait pas dans la super originalité au niveau du nom du temple. La randonnée est payante, vous payez l'entrée au temple en fait, et peut donc se faire, comme je vous le disais, dans les deux sens. Je trouve perso qu'en partant de Kibunoi, ça craint quand même beaucoup moins, et que c'est moins crevant. Vous savez, moi je déteste monter, si vous avez déjà entendu certains de mes podcasts, j'adore marcher, je peux marcher des kilomètres et des kilomètres, mais dès que ça grimpe, dès que ça monte, ça me gave, ça me saoule, ça me fatigue, je sais pas pourquoi, donc je déteste grimper, donc moins je peux grimper, plus je suis content. Car même si la rando est pas très compliquée, vous allez monter quand même quelques escaliers à travers la montagne. Alors attention, comme je vous dis, c'est pas une randonnée de champion, hein, vous pouvez les faire avec des Converse sans problème. On voit même parfois des japonaises avec des chaussures à talons, mais bon, elles abusent un peu, c'est les japonaises, elles sont parfois un petit peu cheloues. Je ne conseillerais pas du tout de faire ça avec des chaussures à talons. Ça grimpe un peu, vous allez vous balader à travers la forêt, avoir des vues sur les montagnes, pouvoir voir les ravages aussi des précédents typhons parfois. Mais honnêtement, la randonnée reste quand même assez tranquille. Ça grimpe, pour ceux qui détestent grimper, vous allez un peu transpirer, ça va un peu vous saouler, vous allez en avoir marre, mais c'est pas très compliqué, vraiment. Ça reste quand même très gérable. Vers la fin du trajet, vous arrivez à des petits temples. Le chemin, bon, comme je vous disais, n'a rien de compliqué, vous ne pouvez pas vous perdre, c'est très bien balisé. Il y a vraiment voilà, il y a aucun souci à faire de ce côté-là. Et au bout du trajet, vous tomberez directement dans le temple. Voilà, dans le gros temple, c'est un gros temple avec une magnifique vue qui vaut vraiment le coup d'œil sur la forêt, les montagnes. Moi j'ai vraiment adoré la vue. Justement, j'ai trouvé que c'était bien de commencer aussi par Kibune, parce que vous finirez là-dessus, plutôt que de commencer directement. Là, vous finissez avec une vue vraiment chouette, et puis du coup, voilà, vous vous dites, ah bah c'est cool, j'ai grimpé, mais j'ai pas grimpé pour rien. Donc voilà, moi je trouve que c'est plutôt sympa de finir comme ça. Et en sortant du temple, donc vous avez de quoi visiter aussi, le temple est assez mignon, on arrive dans le petit village de Kurama, qui est réputé aussi pour son onsen, si vous voulez faire un bain de source chaude. Pour ça, il faut prendre le chemin qui va partir à gauche quand on sort du temple, et qui va en fait, qui suit un petit peu le village. Alors il n'y a pas grand chose dans le village, mais c'est aussi marrant parce que c'est un petit village, ça va vous changer si vous avez fait Tokyo et juste Kyoto et que vous n'avez pas fait de la petite campagne japonaise. Là vous allez être vraiment dans la campagne japonaise et dans le petit village japonais, donc ça peut être assez chouette. Alors c'est pas le meilleur onsen du monde, moi je l'ai pas testé parce que je préférais faire des photos, mais mes deux amies françaises qui y sont allées m'ont dit que, bon, elles en ont fait pas mal en plus, hein, elles sont un peu spécialistes de onsen, elles m'ont dit que c'était un peu touristique et que le onsen en lui-même était pas super, mais bon ça faisait quand même du bien après la balade, c'était quand même chouette, mais voilà, c'est pas le meilleur onsen qu'elles aient fait de leur vie, mais ça se fait et ça peut être, voilà, encore une fois chouette après la petite balade de se reposer dans les sources chaudes. La gare est assez atypique et a son charme, elle est en bois, elle fait un peu old school. Il y a bien sûr des petites boutiques autour de la gare pour acheter des souvenirs ou manger quelques cochonneries bien méritées. C'est vraiment un tout petit village, donc c'est pas le centre commercial de gare, hein. Ça va être vraiment des toutes petites boutiques locales. Mais du coup c'est assez mignon. Et en plus, vous aurez le droit aussi à des grosses statues de Tengu, des divinités qui sont bienveillantes avec leur long nez reconnaissable. Il y en a une très grosse, enfin deux très grosses même je crois, devant la gare si je dis pas de conneries, si ma mémoire est bonne. Et c'est assez chouette aussi, voilà, ça donne un peu du cachet encore plus à cette gare. Encore une fois, il y a des photos, vous pourrez voir tout ça sur explorejapon.com. Le train a aussi une particularité, c'est que pendant les Momiji, il va ralentir pendant le trajet. Car la nuit, en fin de journée, les Momiji sont une section en fait, qui sont éclairées. Ce qui peut donner un spectacle magnifique de voir les couleurs de l'automne illuminées la nuit. Je vous conseille fortement de faire ça. Moi, hélas, il n'y avait pas trop de Momiji à ce moment-là. Donc voilà, il s'est arrêté, mais le spectacle était pas foufou, mais j'ai pas pu le faire, mais je pense que ça va être quand même assez chouette à faire. Donc essayez de calculer pour prendre le train quand il commence à faire nuit, et donc de pas vous speeder, ou peut-être de partir un petit peu plus tard, de prendre le temps le matin, ou de faire peut-être autre chose le matin. Voilà, il y a moyen, je pense, d'enchaîner deux choses. Rester dans le centre et après prendre un train vers Kibune, par exemple, vers midi ou en début d'après-midi. Le train est adapté pour avoir une belle vue et le conducteur du coup ralentit à l'approche de ce passage, comme je vous le disais, pour que vous ayez le temps de faire des belles photos. Mais attention, là aussi les places sont prises d'assaut suivant le jour et la période, donc il faut préparer son coup si vous voulez pouvoir profiter et faire des photos. Bref, Kibune c'est la petite rando fraîcheur qui fait du bien. Comme je vous l'ai dit, il faut compter une demi-journée sur place si vous prenez vraiment votre temps.
Et vu que vous n'êtes vraiment pas loin de Kyoto, en profiter, vous pouvez même donc faire deux choses en même temps. Voilà, le matin, une petite visite jusqu'à midi 13h et arriver à 14h là-bas. Et vous aurez le temps de profiter largement. Mais voilà, c'est fini pour aujourd'hui et cette petite balade à Kibune. Il est grand temps de passer au coup de cœur du moment. Et le coup de cœur du moment, eh bien on va pas changer les bonnes habitudes, ça va être 2 comptes Instagram. Cette fois je vais vous parler de mes 2 camarades du jour qui étaient avec moi et qui ont fait la balade ce jour-là. La première c'est Vola, une Française qui vit et travaille à Kyoto avec un joli visa travail en poche depuis presque un an. Je la déteste pour ça, mais non, je suis content vraiment pour elle. Je l'ai connue via Instagram et au bout de quelques mois, années, je ne sais même pas quand est-ce que je l'avais rencontrée sur Insta, enfin quand est-ce que je l'avais suivie. On s'est rendu compte par hasard qu'on allait faire la même école dans la même ville et à la même période, et du coup on a sympathisé comme ça. C'était un peu fou parce qu'on a commencé à discuter en se disant tiens tu vas à Kyoto tu vas l'année prochaine au Japon, ah oui tiens moi aussi, qu'est-ce que tu vas faire là-bas, bah, je vais étudier au japonais, ah bah tiens moi aussi tu vas où, à Kyoto, ah bah moi aussi, dans quelle école, et voilà, et finalement on s'est retrouvés à être dans la même école au même moment, donc c'était assez rigolo. Et du coup elle a un compte Instagram que je vous invite à suivre, vous pouvez suivre son quotidien et sa vie sur Kyoto via son compte. Pareil, j'ai mis comme d'habitude le lien sur Explore Japon. Et le deuxième compte, c'est celui de Audrey, une Française que j'ai connue aussi par Instagram. Et sur les choses que je ne savais pas, c'est que Vola et Audrey étaient de très bonnes amies. Je l'ai découvert en vivant au Japon par la suite. Audrey, quant à elle, elle vit donc depuis à peu près, je crois, 7 ans à Tokyo. Et connaît du coup le Japon comme sa poche. Vous pouvez suivre son quotidien sur Tokyo sur son compte Instagram. De même, j'ai mis le lien sur Explore Japon. C'est des comptes de la vie de tous les jours et je pense que ça vous plaira. Comme d'habitude, c'est toujours la même rengaine, mais certains vont peut-être découvrir le podcast avec cet épisode. Vous avez les liens donc sur Instagram, enfin les liens Instagram et de tout ce dont je parle à chaque fois sur le site explorejapon.com. N'hésitez pas à aller sur le site. Désolé si je le répète à chaque fois, mais bon, je sais que certains commencent pas par l'épisode 1 et commencent par le dernier en date. Et sur le site explorejapon.com, il y a aussi en fait tous les podcasts sont écoutables, vous pouvez les écouter directement. Et vous pouvez aussi, il y a aussi en fait des genres de fiches qui regroupent par thématique. C'est-à-dire que si ce qui vous intéresse, c'est plus les conseils voyage, vous pouvez avoir que les conseils voyage qui sont rangés au même endroit. Ça vous évite de vous taper toute la liste dans votre lecteur de podcast. C'est plus simple, mais bon, après, si vous préférez l'écouter sur Apple Podcast ou je ne sais pas quoi, ça marche aussi. Il n'y a aucun problème. Mais voilà, on en a fini pour aujourd'hui. Et dans le prochain épisode, on se posera la question de savoir si Hiroshima est un passage obligatoire lors de son premier voyage au Japon. Quand on vient 3 semaines, on peut caser un passage à Hiroshima assez facilement, mais sinon le planning peut être assez tendu. Et donc du coup, est-ce facile d'accès? Est-ce que ça vaut le coup? Combien de temps rester? Je tenterai de répondre à ces questions, mais tout ça, ça sera dans le prochain épisode. Sur ce, je vous dis à bientôt, ciao, mata, bye bye.